Non, non, cela ne peut pas arriver. C'est ce que David déclara plus tard au tribunal, devant une salle bondée d'étrangers, sa voix tremblante comme s'il ne reconnaissait plus la vie qu'il avait bâtie, s'effondrant sous ses yeux. Mais ce n'est pas là que tout a commencé. Cela a commencé dans ma cuisine, à 2h47 du matin, avec deux nouveau-nés hurlants et un mari qui ne supportait pas le son de ses propres filles. Je me tenais pieds nus sur le carrelage froid, un bébé sur chaque épaule, toutes deux pleurant comme si leur petit cœur se brisait. Le cri de Lily était aigu et perçant. Ceux d'Emma venaient par des hoquets désespérés et sans souffle. Je n'avais pas dormi plus de 40 minutes d'affilée depuis des semaines. L'évier était plein à craquer. Des biberons, des dosettes de lait maternisé, une assiette avec des pâtes séchées collées. Une facture, rougeoyante sous la lumière crue de la cuisine, traînait sur le comptoir, indiquant un retard de paiement. Celle de l'électricité. Et puis, il y avait David. Il se tenait dans le couloir, une main pressée sur son oreille, comme si le bruit lui causait une douleur physique. Ces bébés sont trop bruyants, dit-il. Il ne l'avait pas crié, ni même chuchoté, juste prononcé d'une voix monocorde, comme s'il parlait d'un appareil électroménager en panne. J'ai besoin d'espace. Je me souviens avoir cligné des yeux, incrédule. J'ai cru avoir mal entendu ce que j'avais demandé, réajustant Emma, qui gigotait et pleurait de plus belle. Il ne me répondit pas. Il passa simplement devant moi, enjambant une petite flaque de régurgitation sur le sol, comme si elle n'existait pas, comme si rien de tout cela n'existait. Une minute plus tard, j'entendis la fermeture éclair. Ce son, je m'en souviens encore, avec une clarté glaçante. Je le suivis dans le couloir, les deux bébés pleurant toujours, mes bras tremblants maintenant, à force de les porter si longtemps. David avait ouvert le placard de notre chambre. Il en sortait la valise bleu marine, la belle, celle que je lui avais achetée pour son anniversaire l'année dernière, quand tout allait encore bien entre nous. « David, que fais-tu » dis-je. « Je te l'ai dit » répliqua-t-il sèchement, sans même me regarder. « J'ai besoin d'espace. » Il attrapa une poignée de chemises. Il ne les plia pas, les fourra simplement à l'intérieur. Puis son passeport, son portefeuille, son chargeur. C'était comme s'il y avait pensé depuis longtemps, comme si j'étais la dernière à le savoir. « Tu pars » demandai-je. La question sortit plus doucement que je ne l'avais imaginé. Il me regarda enfin, non pas les bébés, mais moi. « Appelle-moi quand elles arrêteront de pleurer, » dit-il. Juste comme ça, sans hésitation, sans excuse, sans rien. Il fit rouler la valise devant moi, les roues cliquetant sur le parquet. Je restais là, figé, les deux bébés pleurant contre mes épaules. La porte d'entrée s'ouvrit, se referma, et ce fut tout. Un demi-instant de silence. Puis Lily laissa échapper un hurlement perçant qui me transperça. Emma la suivit, plus fort encore. Je retournai dans la cuisine, les déposai une par une dans leurs couffins, les mains tremblantes à tel point que j'ai failli faire tomber un biberon. Je me souviens être restée là, à écouter. Pas de voiture dans l'allée, pas de pas de mari, juste moi et deux minuscules êtres humains qui avaient besoin de tout. J'ai ri. Je ne l'avais pas voulu. C'est sorti doucement au début, puis un peu plus fort. Parce que faire d'autre quand votre vie bascule en moins de 5 minutes? Je m'appuyais sur le comptoir, fixant cette facture rouge. « D'accord, » dis-je à voix haute, même si personne n'écoutait. « D'accord, David. » Emma commença à hoqueter entre ses pleurs. Le visage de Lily virait au rouge. Je les repris toutes les deux, une de chaque côté, me balançant comme je l'avais déjà fait 100 fois cette nuit-là. « Tu veux de l'espace » murmurai-je. Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Elle était plus ferme, plus froide. « Je te donnerai de l'espace. » Je ne savais pas encore comment. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Juste un peu. Assez pour le remarquer. Assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas seulement de son départ. Il s'agissait de ce que j'allais faire ensuite. Maintenant, j'ai 58 ans, assise sur mon Porsche à Columbus, dans l'Ohio,
avec une tasse de café qui est, pour une fois, encore chaude. Mes filles sont à l'intérieur, se disputant à propos de quelque chose qui n'a aucune importance à long terme. Et je peux encore entendre cette nuit comme si elle venait de se produire. À l'époque, j'avais 44 ans, mariée depuis 12 ans. Je pensais connaître l'homme avec qui j'avais bâti une vie. David Mitchell, 47 ans, directeur des ventes. Toujours occupé, toujours stressé, toujours promettant qu'il arrangerait les choses plus tard. Quand les choses se calmeront, disait-il. Elles ne se sont jamais calmées, répondais-je. Il souriait comme si c'était ainsi que la vie fonctionnait. Lily et Emma sont arrivées prématurément, 6 semaines en avance, toutes deux pesant moins de 2 kilogrammes. Minuscules, fragiles, pleurant constamment, toujours en demande. Les médecins du Nationwide Children's Hospital nous avaient prévenus que ce serait difficile. Ils avaient raison. Mais je pensais que nous étions dans cette épreuve ensemble. C'est la partie qui vous frappe le plus. Vous pensez former une équipe jusqu'à ce qu'une nuit, vous réalisiez que vous avez joué des deux côtés. Ce premier matin, après son départ, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon avec mes deux filles, l'une dans une balancelle, l'autre dans mes bras, alternant entre les tétées, les rots, les bercements, vérifiant qu'elles respiraient. Le soleil se leva lentement à travers les stores. Tout semblait normal à l'extérieur. À l'intérieur, j'avais l'impression que quelque chose avait été arraché. J'ai vérifié notre compte bancaire vers 7 heures. J'aurais préféré ne pas le faire. Le solde était d'un peu moins de 400 $. Je fixais l'écran clignotant, le rafraîchissant comme s'il pouvait changer. Il n'a pas changé. Le compte d'épargne avait disparu. J'ai fait défiler. En faisant défiler, je vis transaction après transaction. Des retraits effectués au cours des derniers jours. Il n'était pas simplement parti. Il avait tout planifié, chaque mouvement calculé. Je sentis une oppression grandir dans ma poitrine. Ce n'était pas encore de la panique, non. C'était quelque chose de plus froid, de plus précis, une certitude glaçante qui s'installait, me figeant de l'intérieur. Lily se remit à pleurer, et Emma la suivit une seconde plus tard, comme parfaitement synchronisées dans leurs plaintes. Je fermai l'application et posai le téléphone sur la table basse, le geste lourd. « D'accord », répétai-je. Ma voix plus douce cette fois, presque un murmure. Je les pris toutes les deux, l'une après l'autre, les installant délicatement dans le vieux fauteuil inclinable du coin du salon, celui où j'avais passé tant d'heures ces dernières semaines. « Vous m'avez, mes chéris, leur chuchotai-je, ma voix à peine audible. Ce n'était pas une promesse que je me sentais prête à faire. Le poids de ces mots me semblait immense. Mais je la fis quand même, car à cet instant précis, il n'y avait personne d'autre pour elle, ni pour moi. À midi, je n'avais toujours rien mangé. J'avais versé des céréales dans un bol, les oubliant, pour les retrouver molles et immangeables 1 heure plus tard. La maison sentait le lait maternisé et une odeur aigre que je ne pouvais situer, malgré mes tentatives. Je changeais des couches, nettoyais des biberons, arpentais le couloir sans but précis, mes pas résonnant dans le silence oppressant. À 4h12 du matin, je me souviens clairement de l'horloge numérique. Je me suis assise sur le carrelage froid de la cuisine, les 2 bébés pleurant dans mes bras. Je pleurais avec elles. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage, tandis que je les tenais. Je ne savais pas comment j'allais faire, comment je pourrais gérer tout cela seule, et je n'avais pas le temps de le comprendre, chaque seconde étant dévorée par leurs besoins urgents. Vers le milieu de l'après-midi, un coup frappé à la porte me tira de ma torpeur. J'hésitais un instant à répondre. L'idée de faire face à qui que ce soit me semblait insurmontable. Mais Lily s'était enfin endormie, son petit corps détendu dans le couffin, et Emma était étrangement calme. Pendant une précieuse seconde, la maison retrouva un silence apaisant. J'ouvris la porte. C'était Ruth, ma voisine d'à côté. Elle avait 62 ans, était veuve depuis quelques années et portait toujours ses pulls doux et confortables, quelle que soit la saison. Elle me regarda, vraiment,
ses yeux bleus perçants scrutant mon visage fatigué, et ne dit rien au début, laissant le silence s'installer entre nous. Puis, son regard glissa vers Emma, paisiblement endormie dans mes bras, avant de me dépasser pour entrer dans la maison, sans attendre d'invitation. « As-tu mangé aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je secouai la tête, incapable de prononcer un mot. Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « J'ai fait de la soupe », ajouta-t-elle, brandissant un contenant en plastique encore chaud. « Laisse-moi entrer. » Je m'écartai, la laissant passer. Elle entra, comme si elle était chez elle, avec une familiarité réconfortante. Elle posa la soupe sur le comptoir de la cuisine, puis retroussa ses manches, prête à l'action. « Donne-m'en une, » dit-elle, tendant déjà les bras vers Lily dans le couffin. J'hésitai une demi-seconde, un réflexe de protection, puis la lui tendis. Et juste comme ça, je n'étais plus seule. Une vague de soulagement, inattendue et profonde, me submergea. Cette nuit-là, après le départ de Ruth, la maison retrouva son silence. Un silence différent cette fois, moins lourd, teinté d'une certaine paix. Je m'assis à la table de la cuisine. La même facture rouge vif toujours posée là, mon téléphone à côté. David n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message, rien. Son absence était un vide assourdissant. Je pris le téléphone, fixant son nom affiché sur l'écran. L'envie d'appeler me tiraillait, de lui demander où il était, ce qu'il faisait, s'il comptait revenir un jour. Mon pouce plana un instant au-dessus de l'écran, hésitant avant de s'abaisser lentement. Non, pas encore. Je me calai au fond de ma chaise, fermant les yeux pour une fraction de seconde, cherchant un répit. « Tu veux de l'espace » murmurai-je de nouveau, cette fois plus à moi-même qu'à lui, le son de ma propre voix étrangement lointain. J'ouvris les yeux. Cette fois, l'envie de rire, cette réaction nerveuse que j'avais eue auparavant, avait disparu. À la place, je ressentis une clarté nouvelle, comme si quelque chose s'était enfin mis en place, un engrenage longtemps bloqué qui venait de trouver sa juste position. « Je te donnerai de l'espace », dis-je d'une voix ferme, pleine d'une détermination inattendue. « Et je trouverai quoi faire du mien. » La première chose que l'on apprend quand on est seul avec des jumeaux nouveau-nés, c'est que le temps perd toute signification. Il n'y a plus de matin, plus de nuit, juste des cycles incessants. Nourrir, faire rôter, changer, bercer, recommencer. J'ai arrêté de regarder l'horloge après un moment. Cela n'aidait pas, ne faisait qu'accentuer le sentiment d'être piégé dans une temporalité distordue. Mais je me souviens d'un instant avec clarté. Il était environ 4 heures du matin. J'étais assise sur le sol de la cuisine, le dos appuyé contre l'armoire froide, les 2 filles serrées dans mes bras. Lily venait de s'épuiser à force de pleurer, sa voix rauque et cassée. Emma continuait, plus doucement maintenant, comme si elle manquait d'énergie, ses forces l'abandonnant peu à peu. Je n'avais pas vraiment dormi depuis des jours. Ma tête était lourde, mon corps endolori, chaque muscle tendu par la fatigue et le stress. Et puis, je me suis mise à pleurer aussi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sans s'arrêter, tandis que je continuais à les bercer doucement. « Je ne sais pas comment faire », chuchotai-je, ma voix brisée par l'épuisement. Personne ne répondit, bien sûr, mais le fait de le dire à voix haute, de verbaliser cette peur abyssale, rendit la chose réelle, tangible. Et une fois réelle, je ne pouvais plus l'ignorer. Il fallait agir. Plus tard, ce matin-là, je les emmitouflais soigneusement dans leur couverture et les installais dans leur siège auto avant de prendre la route pour Kroger. Je ne me souvenais même pas d'avoir décidé d'y aller. C'était comme si mon corps avait agi de lui-même, poussé par une nécessité impérieuse. Je savais juste que nous n'avions plus de lait maternisé, et cela, je ne pouvais pas le reporter. Le parking était à moitié plein. Des gens ordinaires entraient et sortaient, comme si c'était un jour comme les autres. Je trouvais cela étrange, presque surréaliste, que le monde continue de tourner normalement alors que le mien s'était effondré. À l'intérieur, l'air était frais,
et portait des odeurs mêlées de pain frais et de produits de nettoyage. Un mélange familier et pourtant si lointain. Je saisis un chariot, y installai les sièges auto avec une certaine difficulté et me dirigeai directement vers le rayon des bébés, mon unique objectif. Je restai là, immobile, plus longtemps que je n'aurais dû, fixant les étagères. Les grandes marques d'un côté, les marques de distributeurs de l'autre. J'avais des bons de réduction, de vieux coupons, froissés et jaunis. Je savais qu'ils étaient périmés, mais je les tenais encore dans ma main, comme s'ils pouvaient, par magie, retrouver leur validité, offrir un peu d'aide inespérée. Je pris une boîte de lait maternisé d'une marque connue, la reposai, puis attrapai celle, moins chère, de la marque du magasin. Ma poitrine se serra de nouveau, une sensation familière de contrainte. « C'est bon », marmonnai-je, essayant de me convaincre. « C'est la même chose. » Pourtant j'hésitais, parce que quand tout le reste semble s'écrouler, on s'accroche aux petites choses, aux moindres détails qui offrent un semblant de contrôle. Même la marque du lait maternisé commençait à ressembler à une décision d'une importance capitale. Emma laissa échapper un cri, aigu et impatient, me ramenant à la réalité. Une femme qui passait par là me jeta un coup d'œil, pas méchant, juste curieux, avant de continuer son chemin. Je pris une profonde inspiration, saisis la boîte de lait de la marque du magasin et la laissai tomber dans le chariot. « Nourri, c'est nourri », dis-je doucement, comme un mantra, et je continuais d'avancer. Quand je suis rentrée à la maison, le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur l'allée. Ruth m'attendait sur son porche, assise sur sa balancelle, comme une sentinelle bienveillante. Elle se leva, dès qu'elle me vit arriver en voiture. « Tu es sortie, » dit-elle, surprise. « J'étais obligée, » répondis-je, soulevant un siège auto avec effort, mes bras tremblants de fatigue. Elle s'approcha et sans que je le lui demande, elle prit l'autre siège auto, son geste sûr et réconfortant. Nous les avons portés à l'intérieur ensemble, le poids léger et précieux de chaque siège auto me rappelant la fragilité de notre nouvelle réalité. La maison conservait encore une légère odeur aigrelette, un mélange de lait maternisé et de fatigue, mais elle était indéniablement plus propre que la veille. J'avais réussi à lancer une machine de linge entre deux tétées, une petite victoire dans ce chaos qui s'apparentait à un accomplissement majeur. Ruth déposa délicatement le porte-bébé d'Emma et jeta un regard circulaire sur le salon. « C'est mieux », constata-t-elle d'une voix douce, un léger sourire aux lèvres. J'acquiesçai d'un hochement de tête, trop épuisé pour formuler une réponse. Elle se tourna alors vers moi, son regard scrutateur s'attardant sur mon visage, comme si elle cherchait à y lire les pensées que je ne parvenais pas à exprimer. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une curiosité bienveillante. « Tu vas le faire ?» J'hésitais, le poids de l'incertitude pesant sur mes épaules. L'idée même de contacter David me nouait l'estomac. « Je ne sais pas, » avouai-je, ma voix à peine audible. « Honnêtement, » commença-t-elle, croisant les bras et s'appuyant contre le comptoir de la cuisine, son regard ancré dans le mien. « Karen, » reprit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Les hommes vont et viennent. L'argent, lui, reste. » Je fronçai légèrement les sourcils, perplexe devant cette affirmation abrupte. « Quoi ?» Elle secoua la tête, un petit sourire triste aux lèvres. « Laisse-moi reformuler, » poursuivit-elle, son ton devenant plus grave. « Le chagrin est bruyant, il occupe tout l'espace de ton esprit. Les factures, elles, sont silencieuses, mais ce sont ces choses discrètes qui finiront par t'ensevelir si tu n'y prêtes pas attention. » Je la fixais, un frisson me parcourant l'échine. Elle n'avait pas tort. La vérité était une pilule amère à avaler. « J'ai vérifié le compte, » dis-je, ma voix se brisant légèrement. « Il est presque vide. » Elle ne parut pas surprise, comme si elle s'y attendait. Son regard resta doux, mais ferme. « Alors, arrête de pleurer sur ton oreiller, » dit-elle doucement, son ton empreint d'une fermeté bienveillante. « Pleure sur tes papiers. » Je laissai échapper un petit souffle, presque un rire amer et incrédule.
Ce n'est pas très réconfortant, murmurai-je. Ce n'est pas censé l'être, répliqua-t-elle avec une franchise désarmante. C'est censé te réveiller. Cet après-midi-là, armé d'une nouvelle détermination, je composais le numéro de Denise. Nous étions amies depuis le lycée, une amitié solide forgée au fil des années. Elle avait toujours eu un don pour les chiffres, une logique implacable qui lui permettait de naviguer dans le monde de la comptabilité avec une aisance déconcertante. Contrairement aux gens, les chiffres avaient un sens pour elle. Elle décrocha au deuxième coup de fil. « Karen, tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une légère inquiétude. J'eus un instant l'envie de répondre « oui », par pure habitude, par réflexe. Mais cette fois, je me forçai à la vérité. « Non », dis-je, le mot sortant avec difficulté, l'aveu me libérant d'un poids. Un silence s'installa, lourd de sens. Puis, sa voix se fit plus douce, plus pressante. « Alors, parle-moi. » Je lui racontai tout, ou du moins, l'essentiel. Pas tous les détails sordides de ma détresse émotionnelle, juste ce qu'il fallait pour qu'elle comprenne l'ampleur du désastre financier. Le départ soudain de David, l'argent, les jumelles. Elle ne m'interrompit pas une seule fois, écoutant attentivement, sa présence au bout du fil étant un baume inattendu dans ma solitude. « Envoie-moi tes accès au compte, dit-elle d'une voix ferme quand j'eus terminé mon récit. « Tu es sûre ? Demandai-je, surprise par sa réactivité et sa proposition. « Oui, répondit-elle sans hésitation, son ton ne laissant aucune place au doute. Alors, je m'exécutai, lui envoyant les informations nécessaires, un acte de confiance aveugle. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. C'était Denise. « D'accord, dit-elle, sa voix tendue, presque étranglée, ce qui me glaça le sang. Je ne vais le dire qu'une seule fois, et j'ai besoin que tu restes calme. » Cette injonction, prononcée avec une telle gravité, capta immédiatement toute mon attention, et une anxiété sourde commença à monter en moi, pressentant le pire. « Quoi ?» demandai-je, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre. « Il n'a pas juste retiré de l'argent, » poursuivit-elle, sa voix se faisant plus dure, plus accusatrice. « Il a vidé 38 000 $ de votre compte d'épargne commun. » Mon estomac se serra violemment, comme si on m'avait donné un coup de poing. L'air me manqua. « Tout ?» murmurai-je, incrédule, la voix à peine un filet de son. « Tout ?» Je m'assis lentement sur la chaise la plus proche, mes jambes refusant de me soutenir, le monde vacillant autour de moi. « Et il y a plus », ajouta-t-elle, comme si la situation n'était pas déjà assez désastreuse, comme si le coup n'était pas déjà porté. Bien sûr qu'il y en avait plus. Il a contracté un prêt personnel de 12 000 $. Il semble qu'il ait été traité il y a environ 1 semaine. « Pourquoi faire ?» demandai-je, ma voix tremblante d'une colère froide qui commençait à remplacer le choc. Un silence pesant s'installa au bout du fil, me laissant le temps d'imaginer les pires scénarios. « Je suppose que c'est pour le voyage, » dit-elle finalement, brisant le silence. Je fermai les yeux, une vague de nausée m'envahissant. Ce n'était donc pas un coup de tête, une décision impulsive prise sous le coup de l'émotion ou de la colère. C'était prémédité. Chaque étape avait été planifiée. « Il a tout organisé », dis-je doucement, la voix à peine un murmure, la réalisation me frappant de plein fouet. « Oui », répondit Denise, sa confirmation résonnant comme un couperet final. Cette fois, les larmes ne vinrent pas. Il n'y avait que le vide, une sorte d'engourdissement froid et profond. Je restais assise là, fixant le mur devant moi, mon esprit luttant pour assimiler l'information, pour donner un sens à cette trahison calculée. « D'accord », dis-je après un long moment, le mot sonnant étrangement creux, dénué de toute émotion. « D'accord », répéta-t-elle, comme un écho lointain. « Oui, ce mot encore. » Mais cette fois, il portait un sens radicalement différent. Ce n'était plus une acceptation résignée de mon sort, mais le début d'une prise de conscience, d'une froide détermination. « Que dois-je faire ?» demandai-je, ma voix retrouvant une once de fermeté, l'urgence de la situation me poussant à l'action. « Premièrement, » dit-elle, son ton redevenant professionnel, « tu ouvres un nouveau compte bancaire, uniquement à ton nom, et ce,
dès aujourd'hui. D'accord, répondis-je, notant mentalement la tâche, sentant un semblant de contrôle revenir. Deuxièmement, tu traces tout, chaque dollar dépensé, chaque reçu. D'accord. Et troisièmement, elle hésita, un court instant qui me parut une éternité, me faisant craindre le pire. Quoi? Insistai-je, mon cœur s'accélérant. Tu dois parler à un avocat. Ma poitrine se serra de nouveau, une angoisse familière m'étreignant. L'idée d'un avocat, d'une confrontation légale, d'une bataille, me semblait insurmontable. Un pas de trop dans l'inconnu. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, murmurai-je, le doute me rongeant. Karen, dit-elle doucement, mais avec une autorité certaine. Il a déjà fait son coup. Tu ne fais que rattraper ton retard. Ce soir-là, je tentais d'appeler un avocat. J'avais même composé le numéro, le téléphone pressé contre mon oreille, mon pouce hésitant au-dessus du bouton d'appel. Je l'entendis sonner une fois, puis deux, chaque sonnerie résonnant comme un coup de marteau dans ma tête, amplifiant ma peur. Puis, incapable de supporter la tension, je raccrochai brusquement. Ma main tremblait, une sueur froide perlant sur mon front. Je ne peux pas faire ça, marmonnai-je, la voix étranglée par l'émotion. Pas encore. Les filles se mirent à pleurer de nouveau, presque comme si elles avaient senti mon désarroi, leurs petits cris perçant le silence de la maison et ma propre bulle de désespoir. Je les pris dans mes bras l'une après l'autre, les serrant contre moi, trouvant un réconfort inattendu dans leur chaleur. D'accord, dis-je doucement, les berçant. Pas aujourd'hui. Le lendemain, la coupure de courant survint, brutalement, sans le moindre avertissement, plongeant la maison dans l'obscurité et le silence. La maison s'enfonça dans un silence étrange, un silence qui ne me semblait pas naturel, presque oppressant. Plus de bourdonnement familier du réfrigérateur, plus de léger vrombissement des lumières. Je me tenais dans la cuisine, Emma dans mes bras, fixant le plafond avec un sentiment de plus en plus lourd, le cœur serré. « Oh non !» murmurai-je, le souffle coupé. Je vérifiai la facture d'électricité, mes doigts tremblants. Date limite dépassée. J'avais oublié. Bien sûr que j'avais oublié, dans le tourbillon des événements, la fatigue et le stress. Une vague de panique monta en moi, serrant ma poitrine, me coupant la respiration. Lily se mit à pleurer de nouveau, et Emma la suivit, leurs cris se mêlant à mon angoisse, amplifiant mon sentiment d'impuissance. « D'accord, d'accord », dis-je rapidement, attrapant mon téléphone d'une main tremblante, une nouvelle détermination s'installant. J'appelais la compagnie d'électricité, passais un temps interminable en attente, expliquais ma situation avec une dignité forcée et payais ce que je pouvais avec les maigres fonds restants. 2 heures plus tard, les lumières revinrent, clignotant avant de s'allumer pleinement, illuminant la pièce d'une lueur bienvenue. Je restais là, les observant s'allumer, et je ressentis une profonde gêne, une honte d'avoir laissé les choses en arriver là, mais aussi quelque chose de plus, une sorte d'éveil brutal. C'était réel désormais, plus seulement une douleur émotionnelle, mais une réalité pratique, tangible, qui exigeait mon attention. Chaque faux pas, chaque oubli avait des conséquences immédiates et concrètes. Cette nuit-là, après que les filles se furent enfin endormies, je m'assis de nouveau à la table de la cuisine. Le téléphone était posé devant moi, sa présence lourde de sens. Le même numéro. Avocat. Je pris une profonde inspiration, sentant le courage monter en moi, alimenté par la colère et la nécessité. Je composais. Cette fois, je ne raccrochais pas. « Cabinet d'avocats, Bennett et Cole », répondit une voix féminine, professionnelle et posée. « Bonjour », dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, une nouvelle force m'habitant. « Je m'appelle Karen Mitchell. Je crois que j'ai besoin de conseils. » 2 jours plus tard, je me retrouvais assise en face d'un homme dans un petit bureau du centre-ville, l'atmosphère feutrée, contrastant avec le tumulte de ma vie. C'était Monsieur Mark Bennett, un homme d'une 50aine d'années, à l'allure calme et directe, dont les yeux dégageaient une intelligence sereine. Je lui racontai tout.
du début à la fin, sans rien omettre, déversant le poids de ces dernières semaines. Il écouta attentivement, prenant des notes méticuleuses sur un carnet, sans m'interrompre une seule fois. Sa présence posée était un ancrage dans la tempête de mes émotions. Quand j'eus terminé mon récit, il se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, son regard grave et pensif. « Madame Mitchell, dit-il d'une voix mesurée, votre mari n'est pas simplement parti. » J'avalai difficilement ma salive, le cœur serré, anticipant la suite. « Il a abandonné le foyer, poursuivit-il, le ton sans appel, utilisant un terme juridique qui résonnait avec une force inattendue. En Ohio, cela a son importance. Je clignai des yeux, perplexe, le sens de ces mots m'échappant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, expliqua-t-il son regard direct et assuré, que vous avez plus de poids que vous ne le pensez. Quelque chose changea en moi à cet instant précis. Ce ne fut pas un grand moment dramatique, juste un déclic silencieux, comme une porte qui s'ouvrait enfin sur une nouvelle perspective. Pour la première fois depuis le départ de David, je n'avais plus l'impression de courir après le temps, d'être constamment en retard sur les événements. J'avais le sentiment d'être à ma place, de me tenir debout, ferme sur mes deux pieds. Et c'était lui, David, qui s'était éloigné de quelque chose d'essentiel, de quelque chose de fondamental. Cette nuit-là, je nourrissais les filles, les changeais, puis m'assis dans le fauteuil inclinable, les berçant doucement. Elles étaient plus calmes maintenant, leurs petits corps se détendant contre moi, leur respiration régulière. Ce n'était pas facile, non, mais c'était gérable. Je les regardais, leurs petits visages endormis, si innocents et dépendants. « Vous m'avez, répétai-je, ma voix un murmure rempli d'une nouvelle conviction. Cette fois, ces mots sonnaient un peu plus justes, un peu plus vrais, comme une promesse que je pouvais tenir. Pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus l'impression de me noyer. Au contraire, je sentais que j'apprenais à nager, à me maintenir à flot dans ce nouvel océan de responsabilité. À la moitié du mois, mon téléphone vibra alors que j'étais dans la cuisine, une main tenant Emma, l'autre tentant désespérément de gratter quelque chose de sec et d'indéfinissable du comptoir. J'ai failli l'ignorer, mais une impulsion soudaine me fit jeter un œil. C'était David. Pas un appel, pas un message, mais une photo. Il se tenait sur ce qui ressemblait à un yacht, des lunettes de soleil sur le nez, sa chemise à moitié déboutonnée, levant un verre de vin rouge vers l'objectif comme s'il portait un toast. Derrière lui, l'eau d'un bleu éclatant, un soleil radieux, le genre de ciel que l'on ne voit que sur les cartes postales. La légende disait « Enfin, je respire de nouveau ». Je fixais l'image, le souffle coupé. Pendant une longue seconde, je ne ressentis absolument rien, comme si mon esprit s'était vidé. Puis Lily se mit à pleurer. Emma la suivit, gigotant dans mon bras. Et, juste comme ça, le moment de sidération se brisa. Je baissai les yeux sur moi-même, un vieux t-shirt taché que je n'avais pas eu le temps de laver. Mes cheveux tirés en un chignon lâche et désordonné. Je n'avais même pas réussi à boire une tasse de café entière en 2 semaines. Et là, il était, lui, en train de respirer. Je verrouillai mon téléphone et le posai lentement, avec une précaution presque rituelle, car quelque chose en moi était en train de bouger à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas silencieux. Je portais les 2 filles dans la chambre et les déposai dans leur berceau. Elles continuaient de pleurer, leur petit corps agité par les sanglots. Je restai là une seconde, les fixant, le cœur serré. « Je reviens tout de suite », murmurai-je, ma voix à peine audible. Puis je me glissai dans la salle de bain et fermai la porte derrière moi, juste pour 1 minute, juste assez longtemps pour respirer. Je m'assis sur le rebord de la baignoire, les mains couvrant mon visage, et je pleurais. Pas le genre de larmes silencieuses cette fois. C'était le genre de pleurs que l'on retient si longtemps qu'ils finissent par éclater, incontrôlables, arrachant tout sur leur passage. 10 minutes, peut-être moins. Je n'ai pas vérifié. À un moment donné, je m'arrêtais,
essuyai mon visage avec la manche de mon t-shirt, pris une inspiration, puis une autre, plus profonde. Ensuite, je me levai, me regardai dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, cernés, fatigués, usés, mais j'étais toujours là, toujours debout. Plus jamais, dis-je doucement, ma voix rauque mais ferme. Plus jamais de larmes pour quelqu'un qui n'a même pas pensé à nous. Plus jamais d'attente qu'il revienne réparer quelque chose qu'il a brisé délibérément. J'ouvris la porte. Les filles pleuraient toujours, leurs petits cris emplissant la pièce. Je m'approchai, en pris une, puis l'autre. « Je suis là pour vous, dis-je, ma voix empreinte d'une nouvelle certitude. Et cette fois, cela ne sonnait plus comme une question, mais comme une promesse inébranlable. Cette nuit-là, je m'assis à la table de la cuisine avec un carnet. Pas un carnet fantaisie, juste quelque chose que j'avais trouvé dans le tiroir fourre-tout. J'écrivis la date en haut de la page. Puis, je commençai à tout noter. L'heure des tétés, les changements de couche, les dépenses, chaque dollar que je dépensais, chaque message que j'envoyais, chaque appel que je passais. Cela semblait insignifiant, mais ce ne l'était pas. C'était une forme de contrôle, et j'en avais désespérément besoin. Le lendemain matin, je me rendis à la banque. J'ouvris un nouveau compte, uniquement à mon nom. La femme derrière le comptoir sourit poliment, posa des questions de routine. Je répondis à toutes, avec une clarté nouvelle. Quand elle me tendit les documents à signer, je marquai une pause d'1 seconde. Je regardais mon nom imprimé là. Karen Mitchell. Aucune seconde signature n'était requise. Aucune permission n'était nécessaire. Je signai. Et quelque chose dans cet acte me donna un sentiment de stabilité, de solidité retrouvée. Au cours des jours suivants, je trouvais un rythme différent. C'était toujours épuisant, toujours désordonné. Mais maintenant, il y avait une structure. Je suivais tout, conservais les reçus dans une petite enveloppe, enregistrais des notes sur mon téléphone la nuit quand les filles finissaient par s'endormir. Je rappelais M. Mark Bennett. Nous discutâmes des prochaines étapes. La garde temporaire, dit-il, et une demande de pension alimentaire que nous déposerons discrètement maintenant. Le saura-t-il ? Demandai-je, la gorge serrée. Pas encore, répondit-il. Mais il le saura. J'acquiesçai, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Un après-midi, alors que je triais une pile de courriers, je le trouvai. Une lettre de la compagnie d'assurance. J'ai failli la jeter, mais quelque chose me poussa à l'ouvrir. Je parcourus la page une fois, puis une seconde fois. Mon estomac se serra. Il y avait eu un changement dans notre police d'assurance, effective depuis 3 semaines. Je ne comprenais pas encore tous les détails, mais j'en savais assez pour me sentir mal à l'aise. Je pliai la lettre soigneusement et la mis de côté. Pas à la poubelle, pas à ignorer, mais à conserver précieusement. Pendant ce temps, David continuait de publier. Plus de photos, plus de légendes, des pays différents, le même sourire insouciant, du vin, des plages de sable fin, des gens que je ne connaissais pas. J'ai cessé de réagir. J'ai cessé de les fixer plus d'1 seconde. Si quelque chose, ces images m'aidaient, car chacune d'elles me rappelait exactement qui il choisissait d'être et qui je devais cesser d'attendre. L'argent était toujours serré. Mais maintenant, il était organisé. J'utilisais ce à quoi j'avais légalement accès. Je payais d'abord ce dont les filles avaient besoin, les visites chez le médecin, le lait en poudre, les couches, puis de petites choses qui rendèrent la maison plus facile à vivre. J'ai engagé un service de nettoyage, une fois, juste une fois, pour 3 heures. Cela me semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mais quand je suis entrée dans une cuisine propre, les comptoirs essuyés, le sol impeccable, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas payé pour le confort, j'avais payé pour un espace pour respirer. Et cela, c'était essentiel. Ruth remarqua le changement. « Tu es différente », dit-elle un après-midi en me regardant mesurer le lait en poudre. « Comment ça ?» demandai-je, curieuse. « Moins perdue », répondit-elle simplement. J'y réfléchis. « Peut-être », dis-je.
Elle hocha la tête. Bien, ajouta-t-elle. Reste comme ça. Une semaine plus tard, quelque chose se produisit que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les deux filles dormirent. Elles ne dormirent pas en même temps au début, mais finalement, elles y parvinrent. 6 heures d'affilée. Je me suis réveillée en panique, le cœur battant, et je les ai vérifiées toutes les deux, m'assurant qu'elles respiraient. Elles étaient paisibles, silencieuses, leurs petits visages détendus dans le sommeil. Je suis restée là un moment, simplement à les observer, le souffle coupé par cette vision inattendue. La pièce était immobile pour la première fois depuis des semaines. Le silence ne me semblait pas pesant. Au contraire, il résonnait comme une victoire, un répit durement gagné. Je me suis penchée, passant doucement ma main sur la tête de Lily, puis sur celle d'Emma. « Maman est là pour vous », ai-je murmuré, et pour la première fois depuis longtemps, je le croyais vraiment, au plus profond de moi. 2 jours plus tard, une enveloppe arriva. Elle portait l'emblème officiel du tribunal, son papier épais et son cachet me donnant une sensation de gravité. Je la tins dans mes mains un instant, le poids de son contenu encore inconnu, avant de l'ouvrir avec une lenteur délibérée. À l'intérieur se trouvaient des documents, une confirmation de dépôt, une demande de garde temporaire et la convocation pour une audience de pension alimentaire. Je lus la date de l'audience 2 fois, un mardi. Je sortis mon téléphone, ouvris mon calendrier numérique. Le vol de retour de David était prévu pour le vendredi. Je fixai les 2 dates, le mardi et le vendredi, un léger frisson d'anticipation me parcourant. Puis, un sourire effleura mes lèvres. Juste un peu. Un sourire discret mais déterminé. Un timing parfait, ai-je dit doucement, à voix haute. Car pour la première fois depuis qu'il avait franchi cette porte, je ne réagissais plus à ses choix. J'étais en train de faire les miens, de tracer ma propre voie. David revint un vendredi après-midi. Je le savais parce qu'il m'avait envoyé un message depuis l'aéroport, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Atterri. À la maison dans 30. C'était tout. Pas un mot d'excuse. Pas un « Comment vont les filles ?» Pas un « Tu vas bien ?» Juste la notification laconique d'un homme qui rentrait chez lui, assumant que tout serait exactement comme il l'avait laissé, l'attendant. La même femme, le même désordre, le même endroit facile où déposer son fardeau quand il en aurait assez de se porter lui-même. À ce moment-là, le salon était impeccable. Pas parfait, bien sûr, c'était une pièce où l'on vivait, mais il était propre, ordonné. Les balancelles pour bébé étaient pliées avec soin contre le mur, discrètes. Les biberons étaient lavés, alignés sur un égouttoir, étincelant. Le panier à couches était rempli, prêt à l'emploi. Je m'étais changée, enfilant un jean foncé et une chemise blanche impeccable que je n'avais pas portée depuis des années. Mes cheveux étaient tirés en un chignon bas, élégant. Un peu de mascara, rien de spectaculaire. Mais je ressemblais à une femme qui avait dormi, même si mes nuits restaient courtes. Les filles étaient vêtues de pyjamas assortis, d'un jaune pâle et doux, allongées dans leurs couffins près de la fenêtre. Toutes deux éveillées, toutes deux calmes, observant le monde avec de grands yeux. Ruth m'avait dit ce matin-là, « Ne t'habille pas pour lui, habille-toi pour toi-même. » Et c'est exactement ce que j'avais fait. Je me sentais prête. À 15h18, j'entendis sa voiture de location s'engager dans l'allée. Mon estomac se serra, mais pas d'appréhension ou d'envie de courir à sa rencontre. C'était une tension différente, celle de vouloir rester exactement là où j'étais, ancrée, inébranlable. Il entra, traînant derrière lui cette même valise bleu marine, ses roulettes cognant bruyamment contre le seuil de la porte. Il sentait l'air de l'aéroport et un parfum coûteux. Il était bronzé aussi, un peu plus mince peut-être, détendu, de cette manière exaspérante qu'ont les hommes après des vacances, alors que vous avez lutté pour votre survie en pantalon de yoga. Il fit 3 pas dans le salon et s'arrêta net, son regard balayant la pièce. Ses yeux s'attardèrent sur les comptoirs propres, les étagères organisées, les nouveaux couffins, puis sur les filles. Et enfin, sur moi.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dit-il. Pas de bonjour, pas de comment vont mes filles? Juste de la confusion, de l'agacement pur. Je pris une gorgée de café, calmement, le liquide chaud réconfortant ma gorge. Bon retour, ai-je répondu, ma voix égale. Il me regarda alors plus intensément, comme s'il essayait de déchiffrer ce qui n'allait pas. Pourquoi tout est si? Il fit un geste vague de la main, englobant la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je posai ma tasse de café sur la table basse, le son léger du contact résonnant dans le silence. J'ai géré les choses, ai-je simplement dit. Son regard se posa brusquement sur le nouveau fauteuil à bascule dans le coin. Ça n'était pas là avant? Non, ai-je confirmé. Et ça? Il pointa du doigt les couffins. Les anciens n'étaient peut-être pas sûrs, ai-je expliqué. Son visage changea alors, une expression nouvelle s'y dessinant. Pas de culpabilité, pas d'inquiétude pour la sécurité de ses filles. Non, c'était de la suspicion. Où est mon argent? Le voilà. Je faillis sourire, une satisfaction froide m'envahissant. Je me penchai légèrement en arrière dans mon fauteuil, croisant les bras. J'ai utilisé les fonds du ménage pour les besoins du ménage, ai-je déclaré d'une voix posée. Le lait infantile, les quotes-parts médicales, les charges, une femme de ménage une fois, de l'aide quand j'en avais besoin. Sa bouche s'ouvrit, stupéfaite. Tu as quoi? J'ai géré quoi? Tu as abandonné, David, exactement comme tu l'as demandé, ai-je rétorqué, ma voix montant légèrement mais restant contrôlée. Je ne t'ai pas demandé de dépenser mon argent. Je me levai alors lentement, sans agressivité, juste avec la certitude d'en avoir fini avec cette position assise. Nos filles avaient besoin de soins, ai-je poursuivi, mon regard ancré dans le sien. Les lumières devaient rester allumées. L'hypothèque devait être payée. Tu m'as laissé avec moins de 400 $ et 2 nourrissons prématurés. Il ricana, un son méprisant. Oh, allons, tu agis comme si j'avais disparu pour toujours. J'avais besoin d'une pause. Ce mot, pause. Comme si la paternité avait été une longue réunion. Comme si le mariage était un poste dont il pouvait simplement pointer la fin de son service. Une pause? Ai-je répété, le mot sonnant étrangement dans ma bouche. Oui, a-t-il affirmé, lâchant la poignée de sa valise qui s'est affaissée sur le sol. J'étais dépassé. Tu étais dépassé? Ai-je rétorqué, une pointe d'incrédulité dans la voix. La maison était folle, je ne pouvais plus réfléchir. Je le regardais un instant, le poids de mes propres luttes pesant lourdement entre nous. Tu sais ce que j'ai fait quand j'étais dépassée? Ai-je demandé, ma voix basse mais percutante. J'ai gardé les bébés en vie. Il tressaillit, juste un peu, une réaction à peine perceptible, puis il tenta une autre approche. J'ai envoyé de l'argent. Non, tu ne l'as pas fait, ai-je corrigé sans hésitation. J'allais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Il tourna alors son regard vers les filles, peut-être pour la première fois depuis qu'il était entré. Lily bougea ses petits bras et émit un doux gazouillis. Emma cligna des yeux vers le plafond, ses mouvements lents et innocents. Quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Pas tout à fait de la honte, pas assez pour cela. Il passa une main dans ses cheveux, un geste d'agacement. « C'est ridicule, marmonna-t-il. Tu exagères. »« Non, ai-je dit, ma voix ferme. J'ai réagi exactement comme il fallait. Il me fixa, et pour la première fois de notre mariage, je réalisais quelque chose d'important. Il ne savait pas qui j'étais quand j'avais cessé d'essayer de le maintenir dans son confort. Ce soir-là, après qu'il eut monté les escaliers à grands pas et découvert que son placard avait été rangé dans des bacs de rangement ordonnés dans la chambre d'amis, il redescendit, encore plus en colère. « Tu as déplacé mes affaires ?» s'écria-t-il, le visage rouge. J'avais besoin de la place dans le placard. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il, sa voix pleine d'incrédulité et de colère. « Je viens de le faire, » répondis-je, ma voix calme mais empreinte d'une détermination inébranlable. Il laissa échapper un rire sec et dénué de toute joie.
qui résonna étrangement dans le silence tendu de la pièce. « Pour qui te prends-tu, bon sang ?» Sa voix était chargée d'une fureur contenue, son regard cherchant à me rabaisser. La réponse me vint à l'esprit avec une clarté fulgurante, une évidence qui me surprit moi-même. J'étais la femme qui était restée, celle qui avait tenu bon. Face à cette vérité simple et inébranlable, il ne trouva plus grand-chose à dire, son arrogance s'étant momentanément évanouie. L'audience était fixée au mardi matin, au tribunal de la famille du comté de Franklin, un lieu où tant de destins se jouaient. Il en fut informé le lundi soir, de la manière la plus formelle et légale qui soit. Les documents lui furent remis en main propre, juste devant lui, alors qu'il se tenait dans l'allée de la maison, visiblement agacé, au téléphone, se plaignant à quelqu'un d'un drame domestique. J'observais la scène depuis la fenêtre du salon. Une certaine distance s'étant installée en moi. Le coursier, d'un geste professionnel, lui tendit les papiers officiels. Il parcourut la première page, puis la seconde, son visage se crispant à chaque ligne. Son regard se leva alors vers la maison, cherchant peut-être le mien. Je ne fis aucun signe, ne lui offrant aucune reconnaissance, aucun réconfort. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Je le savais, car j'entendais ses pas incessants à l'étage, le bruit des tiroirs qu'il ouvrait et refermait avec une frustration palpable, ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si le mouvement pouvait, d'une manière ou d'une autre, résoudre ce que les faits avaient déjà scellé de manière irrévocable. Le mardi arriva, froid et gris, une de ces matinées typiques de l'Ohio, où le ciel bas et lourd ressemblait à du béton mouillé, promettant une journée sans éclat. Ruth, ma fidèle amie, arriva à 7 heures précises pour s'occuper de mes filles, Lily et Emma. Elle me dévisagea de haut en bas, tandis que je boutonnais mon manteau, son regard perçant, s'attardant sur mon visage et ma tenue. « Eh bien, dit-elle d'un ton approbateur, un léger sourire aux lèvres. Il est dans de beaux draps. Je ris malgré moi, un rire bref et un peu tendu. Espérons que le juge soit du même avis, répondis-je, essayant de masquer mon appréhension. Oh, ma chérie, reprit-elle avec une sagesse teintée d'expérience. Les hommes de son espèce croient toujours que leur charme est une preuve suffisante, une sorte de passe-partout universel. Mark Bennett, mon avocat, m'attendait devant le palais de justice. Il tenait un dossier en cuir si rempli qu'il peinait à se refermer, débordant de documents. « Vous êtes prête ?» me demanda-t-il, son regard sérieux. « Non », répondis-je avec une honnêteté désarmante, sentant le poids de la situation peser sur mes épaules. Il hocha la tête, un signe d'approbation. « Bien, cela signifie que vous comprenez l'importance de ce moment. » À l'intérieur, le palais de justice dégageait une odeur particulière, un mélange entêtant de vieux papiers, de café éventé et de manteaux d'hiver imprégnés des intempéries de nombreuses années. Les bancs de bois étaient lisses et lustrés par l'usage répété, les néons fluorescents projetaient une lumière crue et trop vive. Chaque détail de cet endroit semblait murmurer le mot « conséquence ». David était déjà là, accompagné de son avocat, un homme plus jeune que lui, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, qui affichait déjà une expression irritée avant même que nous ayons eu le temps de nous asseoir. David avait soigneusement choisi sa mine de tribunal. Un air sombre et respectable, un blazer foncé, et, détail qui ne m'échappa pas, son alliance de retour à son doigt. Cela me fit presque rire, tant la mascarade était évidente. Marc le remarqua également. « Mignon !» murmura-t-il d'un ton sec, une pointe d'ironie dans la voix. Nous fîmes notre entrée dans la salle d'audience à 9h10. Le juge était un homme aux larges épaules, la soixantaine bien entamée, ses lunettes de lecture posées bas sur le nez. Son visage affichait une expression de patience résignée, celle d'une personne qui avait probablement entendu toutes les excuses qu'un mari égoïste pouvait inventer depuis au moins 1989. Il parcourut brièvement le dossier, ses yeux balayant les pages avec une efficacité routinière, puis leva le regard. « Madame Mitchell,
commença-t-il d'une voix posée, demande la garde physique exclusive temporaire, une pension alimentaire temporaire et un examen des malversations financières. L'avocat de David se leva le premier. Sa voix était douce, confiante, presque mielleuse. « Votre honneur, commença-t-il, mon client reconnaît avoir pris une décision personnelle malheureuse en voyageant pendant une période stressante. Cependant, il n'a jamais eu l'intention d'abandonner sa famille de manière permanente. Il avait simplement besoin de temps pour se ressourcer. » Je restais assise, immobile comme une pierre, écoutant ces mots. Voyager, se ressourcer. C'était stupéfiant de voir à quel point un comportement inacceptable pouvait être lissé et rendu acceptable une fois qu'un homme avait payé quelqu'un pour le présenter sous un jour favorable. Marc se leva à son tour, son expression grave. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agissait pas d'un week-end au spa. Monsieur Mitchell a abandonné 2 nourrissons prématurés d'1 mois et son épouse en période postpartum, avec moins de 400 $ de fonds accessibles, après avoir vidé leur compte d'épargne commun. » Le juge, par-dessus ses lunettes, fixa David d'un regard perçant. « Est-ce exact ?» demanda-t-il d'une voix qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. David remua sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. « J'ai déplacé de l'argent temporairement, » dit-il, sa voix manquant de conviction. « Je compte le remettre. » Quand le juge lui demanda « Quand ?» David hésita un instant, cherchant ses mots. « Après mon retour à la maison », finit-il par articuler. Le juge nota quelque chose sur son bloc-notes, sans lever les yeux. Marc poursuivit, implacable. « Nous disposons également de documents attestant d'un prêt personnel de 12 000 $ contracté la semaine précédant son départ et utilisé pour ce voyage en Europe. » L'avocat de David tenta d'objecter, invoquant le ton de Marc, mais le juge le coupa d'un geste de la main, sans même le regarder. « Asseyez-vous, confrère, j'entends parfaitement bien. » Puis Marc tendit mon carnet au juge. Il paraissait petit dans ses grandes mains, un simple carnet à spirale, mais il contenait le récit détaillé de mon mois. Chaque reçu d'alimentation, chaque avis de retard de paiement, chaque visite pédiatrique, chaque nuit blanche et chaque solde bancaire y était méticuleusement consigné. Le juge feuilleta plusieurs pages en silence, son visage impassible, absorbé par les preuves accumulées. Marc rompit le silence. « Si la Cour le souhaite, la page 14 contient une comparaison éloquente datant du 14 février. » Le juge trouva la page indiquée. Marc lut à voix haute, sa voix claire et mesurée. « Monsieur Mitchell, dépenses au restaurant à Rome, 43 $ et 18 cents. Même date, médicaments contre la fièvre pour ma fille, Lily Mitchell, 2247 $. Même date, paiement d'urgence pour rétablir les services publics, 186 $. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Même l'avocat de David cessa tout mouvement, l'impact de ces chiffres étant indéniable. Marc ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Il se contenta de poursuivre, imperturbable. « Page 19, » continua-t-il. « Excursion à Santorin, 287 $. Même semaine, suivi pédiatrique à l'hôpital Nationwide Children's, page 23. Achat de vin premium à Florence. Même jour, lait maternisé de marque distributeur chez Kroger. » Je gardais les yeux fixés droit devant moi, refusant de croiser le regard de David. Celui-ci remua de nouveau sur sa chaise, sa voix trahissant une gêne croissante. « C'est trompeur », protesta-t-il faiblement. Le juge leva les yeux, son expression toujours impénétrable. « En quoi est-ce trompeur ?» demanda-t-il, son ton invitant à la précision. « J'étais sous pression, » dit David, sa voix cherchant la compassion. « J'avais besoin de me vider la tête. Cela ne signifie pas que je n'aime pas mes enfants. » Le visage du juge ne trahit aucune émotion. « L'amour n'est pas à l'examen ce matin, monsieur Mitchell, » déclara-t-il d'une voix froide et sans appel. « C'est votre conduite qui l'est. » Cette phrase frappa David de plein fouet, le laissant sans voix. David déglutit difficilement. Le coup était rude.
Puis Marc reprit la parole. Il y a un dernier point, votre honneur. Il tendit la lettre de l'assurance au juge. Mon cœur se mit à battre plus vite. Même si je connaissais déjà le contenu de ce document, l'anticipation était insoutenable. Marc poursuivit, sa voix grave. 3 semaines avant de partir pour l'Europe, M. Mitchell a apporté des modifications à la police d'assurance familiale, entraînant la perte de la couverture médicale pour les 2 nourrissons. David se tourna brusquement vers Marc, son visage livide, trahissant un mélange de fureur et de consternation. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » rétorqua David, sa voix empreinte d'une indignation feinte. Marc, impassible, ne daigna même pas le regarder, se tournant vers le juge. « Nous avons contacté le fournisseur d'assurance hier, votre honneur, » expliqua-t-il d'une voix posée. « Nous avons une confirmation écrite. » L'avocat de David intervint cette fois, se levant brusquement de sa chaise. « Votre honneur, » commença-t-il. « Mon client a peut-être mal compris les formulaires. » Le juge le coupa d'un geste sec. « Les nourrissons bénéficiaient-ils d'une couverture active ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Oui ou non ?» Un silence pesant s'installa, lourd de tension. Puis, David, d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, murmura « Non ». L'atmosphère de la salle d'audience changea instantanément, comme si un souffle glacé venait de la traverser. Même la greffière, assise derrière le banc, leva les yeux de ses registres. Le juge, avec une précision méticuleuse, déposa les documents sur son pupitre. Son regard perçant se posa sur David. « Monsieur Mitchell, » déclara-t-il, chaque mot prononcé avec une clarté et une fermeté implacables, « vous avez abandonné des nourrissons prématurés sans soutien financier adéquat et sans couverture médicale, alors que vous étiez en vacances à l'étranger. » David ouvrit la bouche, visiblement sur le point de protester. Mais le juge leva une main, un geste sans appel. « Non, » dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Vous en avez assez dit. » Il se tourna de nouveau vers les piles de dossiers, son visage grave. Puis, il prononça sa décision. « Je prononce la garde physique complète temporaire en faveur de Madame Mitchell. Une pension alimentaire temporaire est fixée à 1 800 $ par mois, avec effet immédiat. Des cours de parentalité obligatoires pour Monsieur Mitchell. L'examen financier se poursuivra. » Il marqua une pause, puis fixa David droit dans les yeux. Ce tribunal ne récompense pas les parents qui disparaissent pendant le mois le plus difficile de la vie de leurs enfants. David était devenu livide. Pas seulement un peu pâle, mais d'un blanc cireux, comme si tout le sang avait quitté son visage. Son avocat se pencha vers lui, murmurant quelques mots à son oreille, mais David ne semblait plus l'entendre. Ses yeux étaient rivés sur le banc du juge, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Puis, d'une voix si faible que je l'entendis à peine, il se présente ponctuellement aux heures qui lui sont imparties par le tribunal. Il emmène mes filles déjeuner, puis les ramène, toujours avec des récits de ses voyages ou de ses exploits. Des histoires souvent grandioses, parfois un peu creuses, qui l'égrènent avec une assurance imperturbable. Elle l'écoute, poliment, mais je perçois parfois un léger froncement de sourcils, un soupir discret. De temps en temps, je les vois lever les yeux au ciel, un geste presque imperceptible, mais qui en dit long sur leur jugement. Elles sont assez grandes maintenant pour distinguer la réalité des embellissements, pour voir au-delà des apparences et des fanfaronnades. Je n'ai pas besoin de combler les silences ou de corriger les récits. La vie, avec le temps, se charge de leur montrer la vérité par elle-même. Il y a quelques mois, un après-midi ordinaire, Lily est rentrée de l'école. J'étais occupée à préparer le dîner, le bruit des ustensiles résonnait doucement dans la cuisine. Elle a laissé tomber son sac à dos sur le carrelage avec un bruit sourd, puis s'est tournée vers moi, le visage pensif. « Je crois que je veux être avocate », a-t-elle annoncé, sa voix empreinte d'une nouvelle détermination. J'ai levé les yeux du plan de travail, surprise, et les regardé attentivement. « Vraiment ?» ai-je demandé.
un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Elle a hoché la tête avec conviction. Oui, comme celui que tu avais, celui qui t'a aidé, Monsieur Mark Bennett. Mon sourire s'est élargi. C'était un métier noble, un rôle essentiel. C'est un très beau métier, ai-je répondu, mon cœur empli d'une fierté discrète. Juste derrière elle, Emma est entrée dans la cuisine, son propre sac à dos à l'épaule. Elle a écouté un instant, puis a secoué la tête avec un petit air espiègle. Moi, je ne veux pas passer mes journées à me disputer avec les gens, a-t-elle déclaré, un brin moqueuse, mais avec une pointe de sérieux. J'aime les chiffres. J'ai éclaté de rire, un rire doux et affectueux. Bien sûr que oui, ma chérie, ai-je dit, connaissant bien son penchant pour la logique et la précision. Elle a affiché un large sourire, fière de sa singularité. Je suis sérieuse, maman. Peut-être la comptabilité ou la finance. Je me suis appuyée contre le plan de travail, observant mes deux filles, chacune si différente et pourtant si unies dans leur vision de l'avenir. Deux petites filles qui avaient commencé leur vie si minuscules, si fragiles, des êtres à peine plus grands que ma main. Et maintenant, elles se tenaient là, devant moi, remplies d'une assurance nouvelle, capables de discuter de leurs avenirs avec une conviction palpable. Des avenirs qui semblaient déjà si concrets. Mon regard a balayé leur visage et j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Vous savez ce qui compte vraiment, leur ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Elles ont toutes les deux tourné leurs yeux vers moi, attentives. Quoi que vous choisissiez de faire, ai-je poursuivi, assurez-vous de pouvoir le faire en étant autonome, de pouvoir tenir debout sur vos propres deux pieds. Emma a hoché la tête immédiatement, comprenant sans doute l'importance de mes paroles. Lily, elle, a penché la tête sur le côté, un air interrogateur dans les yeux. « Tu veux dire, comme toi, maman » a-t-elle demandé, sa question résonnant avec une sagesse inattendue. J'ai marqué une courte pause, le temps de laisser cette question s'ancrer en moi, de reconnaître la vérité qu'elle contenait. « Oui » ai-je finalement répondu, mon regard se posant tour à tour sur chacune d'elles, exactement comme moi. Parfois, tard dans la nuit, quand le silence s'installe de nouveau dans la maison, un silence apaisé et réconfortant, bien différent de celui d'autrefois, mes pensées s'égarent. Je repense à cette nuit-là, dans cette même cuisine. Les pleurs incessants des bébés, le désordre qui semblait s'accumuler autour de moi, l'impression suffocante que tout se refermait sur moi, que les murs se rapprochaient. Et je revois cette version de moi-même, debout là, tenant mes deux nourrissons dans mes bras, le cœur serré, essayant désespérément de comprendre comment ma vie avait pu basculer si violemment, si rapidement. J'aimerais pouvoir remonter le temps, revenir à cet instant précis, et lui murmurer quelque chose de simple, rien de dramatique, juste ces quelques mots. Lui dire « Tu vas t'en sortir ». Non pas parce que quelqu'un reviendra pour tout arranger, pour réparer les morceaux brisés, mais parce que tu apprendras, jour après jour, à te reconstruire toi-même, à tenir bon, à rassembler tes forces et à te forger une résilience inébranlable. Les gens aiment employer le mot « vengeance ». Je comprends pourquoi. Cela sonne si satisfaisant, si définitif. Comme s'il existait un moment précis où tout s'équilibre, où l'autre personne comprend enfin l'ampleur de ses actes. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai entrepris n'avait pas pour but de blesser David. Il s'agissait plutôt de refuser que ses actions, son abandon, ne définissent le reste de mon existence, celle de mes filles. Il s'agissait de reprendre le contrôle, de tracer ma propre voie, de me libérer de son emprise. Ce fut une succession interminable de démarches administratives, d'appels téléphoniques souvent difficiles, de décisions prises alors que j'étais épuisée, terrifiée, mais que je prenais malgré tout. C'était choisir de me tenir debout, de faire face, même lorsque s'effondrer, s'asseoir et abandonner aurait été tellement plus facile, tellement plus tentant. Et, au fil du temps, chaque petite victoire, chaque pas en avant, chaque choix difficile s'est additionné,
construisant une force que je ne soupçonnais pas. Il avait voulu de l'espace. Je lui en ai donné tout l'espace du monde, un espace infini entre lui et nous. Et quelque part au milieu de ce vide qu'il avait créé, au cœur de cette distance forcée, j'ai fini par trouver le mien. Un espace bien à moi, rempli de ma propre force, de ma propre identité, libéré de son ombre et de ses attentes. Si jamais vous avez été cette personne qui a tout tenu à bout de bras pendant que quelqu'un d'autre s'éloignait, sachez que je vous vois. Vous n'avez pas besoin d'un moment dramatique, d'une confrontation éclatante, pour reprendre le contrôle de votre vie. Parfois, il suffit d'une seule décision à la fois, d'un choix après l'autre, pour se réapproprier son destin.